Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est la tragédie classique. Alors, tout d'abord, intéressons-nous au mot de tragédie. Ce mot tragédie vient du grec tragos, qui signifie étonnamment le bouc. La première chose à savoir sur la tragédie, c'est qu'elle fut inventée durant la période de l'Antiquité par les Grecs et que, à l'occasion de ces représentations théâtrales, on sacrifiait donc un bouc, tragos. La tragédie est donc née au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, le théâtre est gratuit, mais c'est aussi un devoir civique. En effet, lors de grandes fêtes publiques, les citoyens, c'est-à-dire les hommes originaires de la cité, se voient invités à la représentation de grands spectacles, lors de grands concours de tragédie. Les auteurs comme Sophocle, Échille, Euripide entrent en compétition avec d'autres auteurs lors de grandes représentations où ils mettent en scène des grands mythes. Oedipe, Médée, Agamemnon, voilà des exemples de tragédies à l'époque. Leur but, à ces auteurs, sera de mettre en scène l'histoire légendaire d'un homme ou d'une femme pour donner au public une leçon. En effet, la tragédie est depuis toujours un élément qui a une visée didactique, c'est-à-dire qu'elle a pour but d'enseigner aux hommes. Selon Aristote, qui fut un des grands penseurs de la tragédie doit être l'imitation d'une action noble, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle ne doit représenter une action banale, commune. Puisqu'elle est une action noble, elle présente des personnages donc qui appartiennent aux hautes classes de la société. Et puisque ces personnages appartiennent aux hautes sphères de la société, elle doit donc se faire en un langage relevé, c'est-à-dire que le langage de la tragédie doit être noble. Évidemment, cette imitation est faite par des personnages en action, c'est-à-dire qu'on les voit agir sur scène, contrairement, par exemple, à la narration dans laquelle on raconte une histoire et on ne voit pas les personnages bouger sur scène. Et puis, à cette définition, Aristote ajoute que la tragédie doit opérer la purgation des passions par l'entremise de la terreur et de la pitié. Autrement dit, en ressentant de la peur, de la terreur et de la pitié, de la compassion pour ce qui arrive aux personnages sur scène, le public doit se purger de ses émotions, c'est-à-dire s'en débarrasser. On espère ainsi que par la représentation des histoires qui arrivent aux personnages, le public va être débarrassé de ses passions. Aristote va être repris à l'époque du XVIIe siècle par les dramaturges, notamment par exemple par Corneille, ou bien encore par Racine. En fait, c'est lui qui va inspirer la tragédie classique. En effet, on le voit bien, l'Antiquité va directement inspirer les auteurs du XVIIe siècle. Sophocle, Échille, Euripide vont influencer les auteurs comme Corneille et Racine. Et regardez, en observant les titres des tragédies classiques du XVIIe siècle, on voit que la tragédie est un genre noble. Regardez Médée, Cinna, Andromaque ou bien Bérénice. À chaque fois, on prend comme sujet des personnages grandioses de l'histoire ou de la mythologie. Les sources des auteurs classiques sont ainsi soit l'histoire romaine, par exemple les empereurs, soit la mythologie grecque, comme la guerre de Troie. Les personnages sont des héros issus de la noblesse, des héros qui en général sont connus par les spectateurs. Cela signifie que normalement, le public connaît toujours déjà la fin, le dénouement de la tragédie. Mais à cet impératif, les auteurs vont ajouter la règle des 3 unités. Nicolas Boileau, dans son art poétique, donc au XVIIe siècle, définit une bonne tragédie de cette façon. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli, jamais au spectateur n'offrait rien d'incroyable, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde et pour moi sans appât, l'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Eh bien tout d'abord, étudions les 2 premiers vers de cette nouvelle définition de la tragédie qui s'inspire d'Aristote. Pour les classiques, la tragédie doit se tenir en un lieu, c'est-à-dire que l'action doit se dérouler en un seul endroit. Elle doit également arriver en
durer une journée, arrivait en une journée. Et puis, elle doit représenter une seule action, c'est-à-dire un seul événement. Voilà la fameuse règle des 3 unités. Sachez que les œuvres qui ne respectent pas ces règles sont vivement critiquées à l'époque, comme ce fut le cas pour le Cid de Corneille, par exemple, qui dépassait les 24 heures. Et puis, la règle des 3 unités découle en fait d'une autre grande idée, elle aussi héritée d'Aristote, et qui s'exprime dans les vers suivants de Nicolas Boileau. Regardez dans les vers suivants, vous avez cette idée que le spectateur ne doit assister à rien d'incroyable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Boileau nous dit que le spectateur n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Et si vous représentez quelque chose d'invraisemblable, c'est alors une merveille absurde. En fait, dans une tragédie classique, l'action doit absolument être vraisemblable, c'est-à-dire crédible. Le spectateur doit en effet croire à tout moment qu'il assiste à un véritable événement. On dit même qu'il vaut mieux retoucher la vérité que de donner la véritable version des faits si celle-ci n'est pas crédible. C'est une règle de la vraisemblance qui est ajoutée à la définition d'Aristote. Le drame tragique présente donc toujours des personnages en proie à 2 passions. Drama, en grec, cela signifie action. Cette action, au XVIIe siècle et dans la tragédie classique, présente donc un conflit entre 2 passions opposées. Par exemple, Andromaque de Racine présente la reine troyenne qui doit hésiter entre se marier avec l'ennemi qui a tué son mari ou bien conserver la vie de son fils. Bérénice, Cinna et Médée présentent eux aussi à chaque fois des personnages qui présentent 2 passions opposées, animées par 2 passions opposées. En général, ces passions sont amoureuses et politiques. Les héros sont toujours ambigus, ils ont 2 facettes, 2 visages et ils hésitent franchement entre ces 2 faces, ce qui provoque des dilemmes. Mais quoi qu'ils vivent, ils s'expriment toujours dans un style relevé, élégant, et on sait parfaitement, à l'époque, que dans la vie réelle, personne ne s'exprime en alexandrin. Mais on veut que les personnages s'expriment de cette façon, avec élégance, parce que cette élégance traduit la noblesse de leur statut. La composition d'une tragédie, enfin. Eh bien, elle se déroule toujours en 5 actes. Dans le premier acte, on expose le drame. L'acte 1 est donc l'acte d'exposition. Dans un deuxième temps, pour les actes 2, 3 et 4, on présente le nœud du drame, c'est-à-dire l'action dans toute son intensité, qui s'amplifie. Enfin, le 5e acte est l'acte du dénouement, c'est-à-dire le moment où la tragédie va se terminer. Attention, finir une tragédie, cela ne veut pas dire tuer tout le monde. Racine le dit bien dans la préface de Bérénice. Ce n'est pas une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action soit grande, que les acteurs soient héroïques, que les passions y soient excitées et que tous y ressentent de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. En fait, l'émotion tragique suffit. Nous n'avons pas besoin de voir des morts. D'ailleurs, dans la tragédie classique, les morts sont proscrits de la scène, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de sang sur scène. Inutile donc de faire mourir les personnages pour qu'il y ait une tragédie, même si, souvent, la mort termine une tragédie. Cela ne suffit pas à définir une tragédie. Voilà, vous savez désormais ce qu'est une tragédie classique.